Je m'appelle Léa Morgan. J'ai 34 ans et je suis comptable à Chicago. Toute ma vie, j'ai cru en deux choses, la famille est indéfectible et l'argent peut resserrer les liens. Mais un matin, ces deux convictions se sont effondrées. 25 000 $, chaque centime que j'avais patiemment économisé pendant des années, ont disparu en un instant. J'avais passé un mois entier à organiser les vacances familiales parfaites à Las Vegas, réserver les vols, les hôtels et peaufiner l'itinéraire au jour le jour. Je voulais que tout soit parfait pour mes parents, mon frère et sa femme, car j'étais persuadée que ce voyage nous aiderait à renouer les liens qui s'étaient peu à peu distendus au fil des ans. Je nous imaginais rire ensemble devant les machines à sous, partager des dîners sous les néons et créer des souvenirs inoubliables. Mais à peine arrivé à l'aéroport, le cœur battant d'excitation, mon téléphone a vibré, un message de ma mère. On a tous voté pour que tu restes. Mes mains se sont mises à trembler. J'avais l'impression que mon estomac allait se dérober. À travers l'épaisse vitre du terminal, je les ai vus se diriger vers la porte d'embarquement en première classe. Pas un seul ne s'est retourné. Soudain, ma carte d'embarquement me parut dénuée de sens. Je me tenais là, entouré d'une foule d'inconnus, complètement seul et exclu du voyage que j'avais payé. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils m'avaient effacé de ce voyage dans lequel j'avais investi mon argent, mon temps et mon cœur. J'aurais pu crier. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu courir après eux dans la passerelle. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et commencé à élaborer un plan. Quelque chose qui leur ferait regretter d'avoir envoyé ce message. Une semaine plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer, petit à petit, et la mienne ne faisait que commencer. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire l'heure qu'il est et de quelle ville vous regardez cette histoire. Je suis vraiment curieuse de savoir où elle en est. 6 semaines avant le chaos, mon bureau était enseveli sous les budgets. En tant que comptable, j'ai l'habitude de jongler avec les chiffres, mais organiser un voyage en famille à Las Vegas, c'était comme lutter contre une tempête. J'ai réservé 5 billets aller-retour, 2 suites au Caesars Palace et réglé toutes les dépenses, soit 25 000 $ qui ont englouti mes économies. Les nuits blanches sont devenues une habitude, mon ordinateur portable allumé tandis que je vérifiais sans cesse les horaires de vol, les tarifs des hôtels et les réservations de restaurants. J'ai appelé la compagnie aérienne 2 fois pour confirmer les sièges que j'avais négociés avec l'hôtel grâce à une réduction de groupe et j'avais même prépayé les transferts aéroports. Ma mère, Joyce, appelait presque tous les jours, sa voix claire empreinte de nostalgie pour la famille. Mais à chaque fois, elle appelait mon frère Owen et sa fierté pour son travail de vendeur de voitures s'estompait. Il a tellement travaillé qu'elle s'est contentée de suggérer, puis d'insister pour que je dépense plus. Un survol du Grand Canyon en hélicoptère à 3 000 $ l'aller simple, ou un billet aller simple à 2 000 $ de plus. Je faisais des virements à n'en plus finir, et chaque opération me donnait l'impression de trahir mon propre budget. Owen avait la fâcheuse habitude de ne pas tenir ses promesses, comme les 10 000 $ qu'il m'avait empruntés 2 ans plus tôt pour une Mustang d'occasion. Je me souviens encore de lui, appuyé contre le comptoir de ma cuisine, arborant son sourire de vendeur. « Je te rembourse le mois prochain », avait-il dit. 2 ans plus tard, mon compte était toujours impayé. Il m'avait déjà emprunté de plus petites sommes, 500 $ pour une réparation de téléphone, 200 $ pour un costume, toujours avec un sourire, mais sans jamais tenir parole. Je n'ai pas insisté, mais je me suis accrochée à l'espoir que ce voyage apaiserait les tensions au sein de notre famille. Mon père, Mark, restait là, hochant la tête d'un air absent tandis que Joyce réclamait un forfait spa à 1 500 $. Je l'ai ajouté à la facture, mes économies fondant à vue d'œil. Un soir, la femme de Marissa Owen m'a envoyé un texto. Des billets en première classe rendraient ce voyage inoubliable. Tu ne penses pas qu'on le mérite? Je fixais mon ordinateur portable, mon compte épargne affichant un solde rouge. J'aurais voulu dire non, mais en nous voyant rire aux éclats devant les machines à sous, j'ai fini par taper « d'accord ». J'ai donc acheté les billets avec les 2 000 $ qui avaient disparu. Le lendemain matin, Joyce m'a appelé, tout excitée par la dernière prime d'Owen et par la façon dont il avait charmé un client important. Il a toujours été charismatique, a-t-elle dit. J'ai ravalé mon irritation, me rappelant comment elle avait payé ses livres d'études pendant que je travaillais à temps partiel pour financer les miens. Cet après-midi-là, Mark m'a envoyé un SMS inhabituel. « Merci de t'en occuper ». Ces mots sonnaient creux, surtout quand Joyce a enchaîné avec un courriel demandant une salle à manger privée à l'hôtel. La famille d'Owen a besoin d'espace pour se détendre. Elle a écrit « J'ai viré 500 $, les doigts tremblants au moment d'envoyer. » Au travail, j'ai parlé du voyage à une collègue, Sarah, qui a haussé un sourcil. « Tu paies pour tout le monde ?» Elle a demandé. J'ai hoché la tête, balayant ses inquiétudes d'un revers de main, mais ses paroles résonnaient encore. Un soir, Marissa a appelé, sa voix douce mais ferme, suggérant de louer une voiture de luxe pour le groupe. Ce n'est que quelques centaines de dollars de plus, a-t-elle dit. Je m'en occupe, a hurlé mon budget.
J'ai réduit mes propres dépenses, renoncé aux pauses café et résilié mon abonnement à la salle de sport pour y arriver. Joyce a envoyé un autre courriel demandant l'accès au salon VIP de l'aéroport pour 700 $. Je l'ai ajouté, accablé par leurs attentes. Je continuais à planifier de réserver un dîner-spectacle, une cabane au bord de la piscine, même une visite guidée du strip. Chaque demande était comme une épreuve de loyauté, et je refusais systématiquement, porté par l'espoir de retrouver ma famille. Mais tard dans la nuit, fixant mon solde qui fondait comme neige au soleil, je ne pouvais me défaire du sentiment d'être seul face à tout cela. 6 heures avant que mon monde ne bascule, je roulais avec ma valise cabine à l'aéroport international OR de Chicago, ma carte d'embarquement dans la poche. 6 semaines à planifier chaque vol, chaque suite d'hôtel et le voyage à Las Vegas, financé par mes économies, me remplissait d'une excitation intense. Je nous imaginais embarquer ensemble, échanger des anecdotes autour d'un verre, peut-être même renouer avec la complicité perdue. Arrivé en avance, j'ai revérifié les billets du groupe au comptoir. Une réceptionniste nommée Emma a scanné ma pièce d'identité, son sourire chaleureux confirmant ma place pour Las Vegas. J'ai envoyé un SMS à Joyce pour lui dire que j'étais à la porte C17, prête à les rejoindre. Pas de réponse, mais j'ai haussé les épaules, supposant qu'ils étaient bloqués à la sécurité. Je suis resté près de la porte, scrutant la foule à la recherche de visages familiers, le cœur rempli d'espoir. Mon téléphone a vibré alors que je rangeais mon sac. Un message de Joyce est apparu sur l'écran, « On a tous voté pour que tu restes ». J'ai eu le souffle coupé, les doigts crispés sur les mots. Je l'ai relu, les mains tremblantes, certaines d'une faute de frappe. J'ai parcouru notre conversation de groupe, cherchant une suite, des excuses, n'importe quoi sauf ça. C'était juste cette phrase glaciale. J'ai appelé Joyce, le cœur battant la chamade. Ça cognait. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je, la voix brisée. Tu es trop autoritaire, siffla ma mère d'une voix glaciale. On a décidé que c'était mieux sans toi. J'insistai pour avoir une explication, mais elle me coupa la parole et leur dit d'embarquer. La file d'attente se vida. Je titubai jusqu'à la vitre de la porte d'embarquement, les jambes flageolantes. Ils étaient là, Joyce, Mark, Owen et Marissa, tendant leurs billets à l'agent pour rejoindre les sièges de première classe que j'avais payés. L'écharpe de Joyce flottait au vent. La veste en cuir d'Owen brillait sous les projecteurs. Le sac de Mark de Marissa se balançait à son côté. Un deuxième texto d'Owen arriva. Tu compliques tout. Voilà notre plan maintenant. Complete. J'avais dépensé 25 000 $ pour leurs vacances. Je les regardais descendre la passerelle, sans se retourner, la poitrine serrée à chaque pas. J'appelais de nouveau Joyce, les doigts tremblants. Comment as-tu pu faire ça? La suppliai-je. On a juste besoin d'une pause. Tu es trop contrôlante, a dit ma mère d'un ton méprisant. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai appelé Owen, à côté de moi, le cœur battant la chamade. Arrête de faire un scandale, m'a-t-il grondé d'un ton arrogant. Tu n'as plus rien à faire là-dedans. J'ai prié pour avoir une explication, mais il a imité un son sec et tranchant avant de mettre fin à l'appel. Marissa a ignoré mon message. Mark, comme toujours, est resté silencieux. Je me suis affalée sur un banc près de la porte d'embarquement. Ma carte d'embarquement serrée dans ma main, le bruit de l'aéroport se réduisant à un bourdonnement sourd. Seul, j'ai repassé leurs paroles en boucle, chacune comme un couteau qui s'enfonce plus profondément. Ce n'était pas la première fois qu'ils m'abandonnaient à l'âge de 12 ans. Ils m'avaient oublié dans un supermarché, trop occupé à emmener Owen à son entraînement de foot. Mais cette fois, c'était une trahison calculée, préméditée. J'avais investi toutes mes économies, toute mon énergie, tout mon cœur dans ce voyage, et ils m'avaient effacé de la carte. La colère montait en moi, mêlée à une douleur vive et lancinante. La douleur. Je fixais leur message, les mots me brûlant de l'intérieur, et je sentais un changement en moi. Je n'avais pas l'intention de prier ni de craquer. J'en avais assez d'être leur second choix. De retour dans mon appartement à Chicago, le silence du salon était plus lourd que le bourdonnement de l'aéroport. J'ouvrais mon application bancaire, encore sous le choc de la trahison du matin, et je consultais mon compte. Mon cœur se serrait, de nouvelles dépenses à Las Vegas. 3 000 $ dans un casino, 1 500 $ dans un restaurant de viande, et encore 1 000 $ dans un spa de luxe. Ma carte de crédit, celle que j'avais donnée à Joyce pour les urgences, était à découvert. J'appelai la banque d'une voix sèche, et une conseillère nommée Clara Hara confirma que les dépenses avaient été effectuées aujourd'hui, liées à l'hôtel de ma famille. Je fixais les chiffres, la colère bouillonnante. Ils m'avaient abandonné, et maintenant ils dépensaient mon argent comme si c'était le leur. Mon téléphone sonna, brisant le silence. C'était ma tante Gloria, sa voix basse et urgente. « Léa, il y a quelque chose que tu dois. »« Je sais, » dit-elle. Elle révéla que Joyce et Mark avaient hérité de 750 000 $ de la succession de mes grands-parents il y a des années. Une somme qu'ils avaient gardée secrète.
La majeure partie avait servi à rembourser les dettes d'Owen, à payer son hypothèque. Ils avaient même financé son mariage. Ils l'ont toujours fait passer en premier, dit Gloria avec amertume. Je pris le téléphone, l'esprit tourmenté, la trahison s'intensifiant. Je savais qu'ils avaient dissimulé une fortune pendant que je finançais leurs vacances. Je remerciai Gloria d'une voix tremblante et laissai le poids de ses paroles m'envahir. On frappa à la porte et me tira de mes pensées. Mon amie Kate Walsh était là, les yeux emplis d'inquiétude. Je lui racontai tout. L'aéroport, le texto, les frais. Kate écoutait, sa main sur la mienne, m'encourageant à ne pas me laisser abattre. Tu es plus forte que ça, dit-elle fermement. Ne les laisse pas te briser. Ces paroles ont allumé en moi une flamme, une lueur de détermination au cœur de la douleur. Assise sur mon canapé, sa présence silencieuse comme un ancrage, j'ai senti un changement. Je n'étais plus seule dans cette épreuve. Au départ de Kate, les souvenirs ont afflué. Des années auparavant, j'avais payé le loyer d'Owen, $2000, alors qu'il était sans emploi, pour qu'il s'achète une nouvelle télévision la semaine suivante. J'avais réglé la facture d'électricité de Joyce, $800, pendant des mois, alors qu'elle prétendait avoir des difficultés financières. À chaque fois, j'avais ravalé ma frustration, espérant gagner leur loyauté, en vain. Ces moments, vifs et précis, reflétaient la trahison du jour. J'avais été leur filet de sécurité, et ils m'avaient abandonné sans hésiter. Mon téléphone vibra de nouveau, mon cousin Sean m'appelait. De l'autre bout de la ville. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il, la voix chargée de colère. Ils ne peuvent pas continuer à te faire ça. Il m'a poussé à agir et à réclamer ce qui m'appartenait. Peut-être même à consulter un avocat. Tu en as assez donné, a-t-il dit. Il est temps de te défendre. Ces paroles faisaient écho aux pensées de Kate, attisant la colère en moi. J'ai raccroché et fixé mon appartement vide, la douleur de leurs actes plus vive que jamais. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais prête à les forcer à me faire face. Le lendemain matin, une tasse de café à la main, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon appartement était silencieux, mais mes pensées étaient un tourbillon de détermination. J'ai ressorti tous les reçus du voyage à Las Vegas, 5 billets aller-retour pour $8000, 2 suites d'hôtel pour $10 000, un tour en hélicoptère pour $3000 et un spectacle du Cirque du Soleil pour $2000. J'ai fouillé dans mes emails et retrouvé le message d'Owen datant de 2 ans, promettant de rembourser les $10 000 qu'il avait empruntés pour sa Mustang. Mes doigts tremblaient tandis que je rangeais les fichiers, chacun me rappelant combien j'avais donné. J'ai vérifié mes relevés bancaires et noté les frais qu'ils avaient engagés pour les jeux au casino de Las Vegas, les dîners somptueux et les soins au spa. Ma colère était immense. La situation devenait de plus en plus tendue, mais je l'ai canalisée en conservant des captures d'écran de chaque transaction. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de retrouver ma dignité. J'ai appelé une avocate nommée Rachel Bennett, recommandée par un collègue. Sa voix était calme et professionnelle tandis que je lui expliquais le voyage, la fraude et les frais non autorisés. Je souhaitais un accord formel prévoyant $35 000, dont $10 000 pour la dette d'Owen, $25 000 pour le voyage et des frais supplémentaires. Rachel m'a expliqué la procédure et m'a suggéré de commencer par une lettre de mise en demeure. Nous avons passé 1 heure à peaufiner les détails, à calculer les intérêts du prêt d'Owen et à documenter mes paiements. J'ai ressenti un regain de confiance, sachant que je constituais un dossier solide. À midi, elle m'a envoyé un projet d'accord, clair et irréfutable, prêt à être transmis à ma famille. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai écrit un message à Joyce, Mark et Owen. Mes mots étaient incisifs, énumérant chaque dépense, $8000 pour le vol, $10 000 pour la chambre, $3000. Pour le casino, $1500 pour le restaurant et les $10 000 impayés d'Owen. J'ai joint les reçus, les relevés bancaires et ses anciens courriels où il exposait les preuves chiffrées de manière implacable. Mes mains tremblaient en écrivant, mais je suis restée ferme et professionnelle. Il m'avait assez pris, et je n'allais plus supplier. J'ai relu le courriel, vérifiant chaque détail, puis j'ai cliqué sur « Envoyer », laissant mon cœur battre la chamade, partagé entre la peur et la détermination. Dans ce courriel, j'ai été claire, payer $35 000 sous 30 jours, sinon j'engagerai des poursuites judiciaires. J'ai dit que je ne financerais plus leur train de vie, plus de prêts, plus de services. Pour la première fois, j'ai posé une limite, mettant fin à des années de manipulation. Ces mots étaient comme une armure qui me protégeait de leur rejet. J'imaginais le visage de Joyce en le lisant. Le sourire suffisant d'Owen s'est effacé et le silence habituel de Mark a été rompu. L'idée qu'ils en subiraient les conséquences m'a procuré un sentiment de liberté. Je n'avais rien ressenti de tel depuis des années. J'ai conservé une copie du courriel, sachant que c'était un signal d'alarme. Shaun est passé cet après-midi-là, une liasse de documents juridiques à la main. Il avait proposé de relire les brouillons de l'avocat, son expérience en matière de contrat s'avérant précieuse. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et avons passé en revue chaque clause.
Il a repéré une petite faille dans l'échéancier de remboursement et a suggéré un délai plus court pour les faire pression. C'est du solide, a-t-il dit d'une voix assurée. Vous faites ce qu'il faut. Son soutien m'a porté, transformant ma détermination en une force inébranlable. À son départ, j'ai ressenti une lucidité inédite. Il m'avait sous-estimé, mais j'étais prête à me battre. 3 jours plus tard, ma boîte mail débordait de messages. Assise dans mon appartement de Chicago, j'ai aperçu sur mon téléphone une notification Facebook. Owen avait publié un long message virulent, me traitant d'avide et d'égoïste et m'accusant d'avoir détruit ma famille pour de l'argent. Il prétendait que j'avais toujours été jalouse de sa réussite et que j'avais transformé ma demande de remboursement en attaque personnelle. J'ai eu la nausée en lisant les commentaires. Des cousins éloignés et des amis de la famille s'y sont engouffrés, ignorant la vérité. J'avais envie de hurler et de répondre avec chaque reçu et chaque email, mais je me suis retenue, les mains tremblantes. Au lieu de cela, j'ai relu ses publications, remarquant comment il avait opportunément omis de me rembourser les 10 000 $ qu'il me devait pour le voyage que j'avais financé. La colère me consumait, mais je savais qu'une réaction impulsive affaiblirait ma position. Une lettre est arrivée cet après-midi-là, glissée sous ma porte. C'était de Joyce, son écriture soignée, mais ses mots dégoulinaient de culpabilité. « Tu détruis notre famille », écrivait ma mère, prétendant que mes menaces de poursuite judiciaire étaient égoïstes et que je devais les pardonner pour préserver l'unité. Elle évoquait ses sacrifices, comment elle m'avait élevé malgré les difficultés, comme si cela effaçait sa trahison. Je l'ai lu 2 fois, la mâchoire serrée, ressentant cette pointe de culpabilité familière qu'elle infligeait toujours. Mais cette fois, je n'ai pas flanché. J'ai jeté la lettre sur le comptoir, ma détermination se renforçant. Ces mots étaient une tactique, pas une excuse, et je n'allais pas me laisser prendre au piège une seconde fois. J'ai appelé mon avocate, Rachel Bennett, pour qu'elle rédige une seconde lettre. Nous avons examiné les preuves envoyées par Gloria, une copie scannée du testament de mes grands-parents, qui prouvait que Joyce et Mark avaient dissimulé 750 000 $, dont la majeure partie avait été versée à Owen. J'ai ajouté cette information à la lettre, exigeant qu'ils reconnaissent l'héritage ainsi que les 35 000 $. Mon ton était clair et net, le document énumérait toutes les dépenses qu'ils avaient ignorées, vol, hôtel, frais de casino. Rachel a peaufiné le brouillon, s'assurant de sa conformité juridique, et je l'ai envoyé par courriel à Joyce, Mark et Owen, en joignant le testament. Mon cœur s'est emballé au moment d'appuyer sur « Envoyer », mais c'était une bonne peur, celle qu'on ressent quand on est enfin indépendant. Ce soir-là, on a sonné à ma porte. À travers la caméra de sécurité, j'ai vu Mark sur le perron, le visage tiré, demandant à parler. « On peut arranger ça », a dit mon père d'une voix basse dans le haut-parleur. Je suis resté derrière la porte verrouillée, le doigt hésitant au-dessus de l'interphone. « Il n'y a rien à discuter. » ai-je répondu d'une voix calme. Il a insisté, invoquant la loyauté familiale, mais je l'ai interrompu et j'ai refusé de le laisser entrer. Je l'ai regardé s'éloigner, les épaules affaissées. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais aucun regret. J'avais passé des années à leur ouvrir ma porte, pour être utilisée. C'était fini. Kate est arrivée le lendemain matin avec son ordinateur portable. Elle avait vu celui d'Owen. Elle m'a incité à sauvegarder le message avant qu'il ne le supprime. Assise à ma table de salle à manger, ses doigts s'agitaient tandis qu'elle me montrait comment faire des captures d'écran de chaque commentaire, de chaque partage, et les conserver comme preuve pour mon avocate. Cela pourrait être utile au tribunal, a dit Kate. Sa voix était calme mais ferme. Son aide était comme une bouée de sauvetage, m'empêchant de sombrer dans le chaos. En sauvegardant les fichiers, j'ai réalisé que je ne me battais pas seulement pour de l'argent. Je me battais pour la vérité. Les mensonges de ma famille ne me définiraient plus. 2 semaines plus tard, une alerte bancaire s'est affichée sur mon téléphone. Mon avocate, Rachel, a appelé pour confirmer la nouvelle. Joyce, Mark et Owen avaient accepté de payer 35 000 $ par le biais d'une médiation. L'argent a été viré sur mon compte ce matin-là, un virement divisé en 3 paiements couvrant les frais de voyage du casino et l'ancienne dette d'Owen. J'ai fixé le solde, le cœur soulagé pour la première fois depuis des mois. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de responsabilité. Rachel a dit qu'ils avaient signé l'accord sous la contrainte, sachant que mes preuves, mes reçus, mon testament étaient inébranlable. Je la remerciai d'une voix calme, mais sans aucune envie de me réjouir. Ils avaient payé, mais la confiance qu'ils avaient brisée était irrémédiablement perdue. Je conservais le courriel de confirmation, un rappel silencieux de la limite que j'avais fixée. La nouvelle des problèmes financiers d'Owen se répandit comme une traînée de poudre. Sa publication Facebook, celle où il me traitait David, s'était retournée contre lui. Un blog d'actualité locale s'en empara, révélant ses dettes impayées et ses dépenses somptuaires. Son patron à la concession automobile le vit, et à la fin de la semaine, Owen était au chômage. Je l'appris par une connaissance commune, pas de lui.
Une partie de moi éprouvait une satisfaction amère à l'idée que ces mensonges les rattrapaient, mais je n'y prenais aucun plaisir. J'avais passé trop de temps à réparer ses dégâts pour pouvoir me réjouir de sa chute. Ce sont ses choix, et non les miens, qui l'ont conduit à cette situation. Je fis défiler son profil, désormais silencieux, et passer à autre chose. Gloria m'appela ce week-end-là, la voix étranglée par l'émotion. Joyce et Mark avaient vendu leur Cadillac et un petit terrain. Ils avaient dû puiser dans l'héritage familial pour couvrir leur part de la dette. Sans l'héritage caché qu'ils avaient dilapidé pour Owen, ils peinaient à réduire leurs dépenses. Ma tante ne mâchait pas ses mots. Ils s'en sortaient à peine. J'écoutais, le cœur partagé entre un sentiment de justice et une pointe de tristesse. Ils avaient choisi de me protéger d'Owen, de dissimuler 750 000 $ pendant que je subvenais à leurs besoins. Leurs difficultés étaient de leur propre fait. Pourtant, le poids de cette situation persistait. J'ai remercié Gloria pour les nouvelles, d'un ton calme, et j'ai raccroché, tournant la page. Le lendemain, j'ai bloqué le numéro de Joyce, l'adresse mail de Mark et les messages d'Owen. Plus de culpabilité. Plus d'excuses. J'en avais fini d'être leur plan B. Je me suis alors tournée vers Shaun, mon cousin, qui avait été à mes côtés dans cette épreuve. Nous nous sommes retrouvés pour un café et avons élaboré un projet de petite entreprise, une librairie dont nous rêvions depuis des années. Son rire et ses idées ont comblé le vide laissé par ma famille. Je me sentais plus légère et plus libre tandis que nous esquissions notre vision. Couper les ponts avec eux n'était pas qu'une question de distance. C'était choisir une vie où je ne serais pas reléguée au second plan. Le soutien de Shaun m'a rappelé que je le méritais. Avec les 35 000 $, j'ai ouvert un compte d'épargne et j'ai mis cet argent de côté pour mon avenir. J'ai rencontré un conseiller financier et j'ai planifié des investissements sûrs et stables pour assurer ma sécurité. Chaque étape était comme la pose d'une brique sur des fondations nouvelles, des fondations que je contrôlais. Je ne faisais pas que mettre de l'argent de côté. J'affirmais mon indépendance petit à petit. Le processus était discret, méthodique, mais il m'a empli d'une fierté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je regardais mon appartement, mes projets, et je voyais une vie que je construisais pour moi, pas pour eux. Avec le recul, j'ai appris à poser des limites pour me protéger de ceux qui m'ont exploité jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Ma famille me voyait comme un atout, pas comme une personne. Mais j'ai cessé de laisser leur choix me définir. M'affirmer n'a pas été facile, mais cela en valait la peine. À tous ceux qui m'écoutent, merci de suivre mon histoire. J'aimerais beaucoup entendre vos commentaires. Reflections. Avez-vous déjà dû fixer des limites concernant le partage familial ci-dessous? Et parlons de ce que signifie penser à soi en premier.